Salut les jeunes! Vidéo assez courte aujourd'hui sur un genre plutôt méconnu ou tout du moins moins populaire que d'autres, j'ai nommé le drame bourgeois. Pour en savoir plus, c'est par ici. Si ce genre n'a pas duré très longtemps, il est vraiment le digne représentant d'un courant de pensée philosophique propre à la France au XIXe siècle. Une chose essentielle à comprendre pour saisir ce bouleversement théâtral, c'est qu'au début du XVIIIe siècle, la notion de vie privée n'existe pas. L'idée même d'individualité est inimaginable. Les gens font partie d'un tout et ce tout se doit d'être constamment public. Il n'existe donc pas de vie hors de la sphère publique. Mais dans le courant du siècle, un basculement va s'opérer de façon lente. Beaucoup de choses entrent en compte dans ce changement. On va avoir la montée en puissance de cette toute nouvelle bourgeoisie qui n'existait pas auparavant, mais aussi la notion d'athéisme qui fait son petit bonhomme de chemin, notamment dans les milieux libertins. Il y a bien évidemment de nombreux autres facteurs, mais comme d'habitude, la liste est non exhaustive. Le résultat, c'est qu'il commence à exister simultanément sphère publique et sphère privée. Et ça, pour les moralistes et philosophes du XVIIIe siècle, eh bien ça change tout. Au XVIIIe siècle, dans le monde à la fois très grand et très petit du théâtre, quelque chose se fracture dans la pensée philosophique. Et on va se retrouver avec deux courants de pensée, en réalité pas si éloignés l'un de l'autre, qui vont s'opposer rageusement. D'un côté, des auteurs comme Voltaire, fervent défenseur et passionné de théâtre. Il est persuadé que celui-ci est tout à la fois un acte d'émancipation, une possibilité de réflexion pour le public, mais également la preuve d'une société civilisée. Rien que ça. De l'autre, philosophes et moralistes tels que Rousseau ou Diderot, dont la pensée tendrait plus vers un « oui, mais ». Si on résume très grossièrement, on a d'un côté les tenants d'une philosophie aristotélicienne qui voit le théâtre comme un moyen d'éducation. Et on a de l'autre les tenants d'une philosophie plutôt platonicienne qui regarde le théâtre avec méfiance car celui-ci contrefait la réalité. Le XVIIIe siècle est le siècle qu'on a dit de théatromanie, c'est-à-dire que le théâtre est alors quelque chose de totalement incontournable, notamment dans le domaine de la sociabilité. C'est d'ailleurs la thèse que défend Voltaire avec passion quand il en parle. Rien en effet ne rend les hommes plus sociables, n'adoucit plus les mœurs, ne perfectionne plus leurs raisons que de les rassembler pour leur faire goûter ensemble les plaisirs purs de l'esprit. Pour Voltaire et la plupart des philosophes, le théâtre prend une part active dans le fait de rendre l'homme social. En cela, il est une composante essentielle de la philosophie des Lumières. L'un d'entre eux fait toutefois figure d'exception puisque Jean-Jacques Rousseau, absolument persuadé que l'homme est fondamentalement mauvais, peine en général à se mettre d'accord avec ses contemporains. Mais comme rien n'est jamais acquis, ça se dispute entre philosophes. Certains, tout en reconnaissant que le théâtre peut avoir des vertus positives, trouvent quand même globalement que ça ne va pas, que le théâtre a un trop grand pouvoir corrupteur. Et c'est reparti pour une nouvelle querelle qu'on connaît cette fois sous le nom de querelle de la moralité au théâtre. Bon, il est évident que ce n'est pas si simple, mais nous, on va faire simple quand même. D'un côté, les philosophes, de l'autre, l'Église, plus Rousseau. Si l'on remonte loin en arrière, les pères de l'Église ont toujours condamné le théâtre pour tout un tas de raisons qu'on peut grossièrement résumer par « ce n'est pas bien, ce n'est pas la réalité, ça éloigne les hommes de la vérité de Dieu ». Seulement voilà, le théâtre plaît. Il plaît même beaucoup. Et surtout au XVIIIe siècle. Difficile alors pour l'Église de dire « ça vous plaît ? Eh ben il faut pas parce que c'est nul, dangereux et surtout beaucoup trop populaire ». Alors elle va se contenter de dire « non, on veut pas supprimer, juste réformer ». Et surtout, ils sont pas complètement idiots, ils ont parfaitement saisi le pouvoir moralisateur du théâtre. Donc ce qu'ils veulent, c'est que ça devienne un plaisir innocent. Pour ça, faut supprimer les intrigues amoureuses, ça c'est tout sauf innocent. Et surtout, une école de morale saine et édifiante. Rousseau, amateur de théâtre, il faut le rappeler, fustige cet art au prétexte qu'il flatterait les passions humaines et laisserait le spectateur sans défense face à celle-ci. Comme souvent, Rousseau se flagelle, c'est très schizophrène mais ça lui ressemble. Du côté des philosophes, les autres donc, on reste sur l'idée très aristotélicienne de la catharsis et de ce qu'elle peut apporter comme édification, notamment morale. Diderot, lui, va aller plus loin. Pour lui, le théâtre peut aisément remplacer le sermon religieux, permettant de vivre dans une morale laïque et non dans une morale religieuse. Il ne faut évidemment pas entendre ça de la même façon qu'aujourd'hui. Diderot est croyant et lui-même extrêmement moralisateur. Mais ce pas de côté dans l'idée qu'une société pourrait se passer de sermons religieux est alors extrêmement novatrice. Mercier, lui, va aller encore plus loin dans son idée de ce à quoi devrait ressembler le théâtre.
Pour lui, l'art théâtral de son siècle s'est fourvoyé puisqu'il ne parle qu'à certaines populations, certainement pas au plus grand monde, et qu'on n'y voit que rois, princes et autres généraux. Mercier fantasme complètement ce qu'il pense savoir du théâtre antique grec, notamment de son lien avec la politique et avec la vie de la cité. Et dans une certaine mesure, c'est précisément ce qu'il aimerait. Il y croit si fort qu'il en dit « Quelle force, quelle énergie, quel triomphe assuré n'aurait pas notre théâtre si notre gouvernement, au lieu de le regarder comme l'asile de l'homme oisif, le considérait comme l'école des vertus et des devoirs du citoyen. » Et c'est dans cette pensée qu'émerge l'idée du drame bourgeois que Diderot appelle, lui, le genre sérieux. Pour Mercier, il faut tout revoir. Les tragédies et comédies ne mettent en scène que de grands personnages, il les associe donc à la monarchie. Pour lui, il faut passer à un théâtre interprète de la vérité, ce qui réclame, de fait, un régime républicain. C'est ce que Jean-Pierre Sarrazac va appeler la quotidianisation du théâtre. Les philosophes sont donc partis d'un premier principe purement philosophique qui, au fil de leur pensée, déroule le principe esthétique qui va être celui du drame bourgeois. En gros, leur idée s'appuie sur 3 piliers à réformer, le public, les sujets et la scène. Pour ce qui est du public, Diderot regrette que le théâtre soit si cloisonné. Il rêve d'immenses représentations comme dans le théâtre antique. Mercier, lui, va plus loin, il veut un vrai théâtre de masse. Il regrette que celui-ci ait donné trop de place à la qualité des spectateurs au mépris de leur nombre. Il veut que le peuple, qu'il appelle la multitude, puisse accéder au lieu où se joue le théâtre. Pour les sujets, Diderot souhaite que la scène soit le réceptacle des relations socio-professionnelles mais également des relations familiales. Il veut que cela s'ajoute au caractère que l'on représente déjà. Il rêve d'un drame moral sur des questions qu'il juge essentielles parmi lesquelles on trouve le suicide, l'honneur, le duel, la fortune ou les dignités. Encore une fois et sans surprise, Mercier est plus radical. Lui souhaite des conditions comme l'artisan ou le cultivateur, catégorie qu'on ne représentait absolument pas jusque-là. Il veut aussi des caractères avec 2 types différents. D'un côté, ceux qui sont du côté du vice, avec le voluptueux, l'endetté ou l'athée. De l'autre côté, ceux qui sont du côté de la vertu, comme le fils serviable, l'homme généreux ou l'amitié fraternelle. Pour essayer d'y voir plus clair, voici un exemple. Pour Diderot, le personnage de Clytemnestre, femme d'Agamemnon, n'est pas intéressante en tant que reine d'Argos. En revanche, elle l'est en tant que mère parce qu'elle déploie le tableau de l'amour maternel dans toute sa vérité. Même combat pour Mercier qui, parlant des rois, dit « Ils m'intéresseront comme hommes, mais non comme rois ». Et on en revient donc à cette idée de naissance de la sphère privée en opposition à la sphère publique, idée qui, comme on l'a dit, est alors très novatrice. Pour la scène, il y a quelque chose de très cinématographique dans ce que Diderot espère voir changer. Auparavant, au théâtre, on a un messager qui arrive et qui vient apporter la nouvelle que tel roi a tué tel autre personnage parce que blablabla. Diderot, lui, souhaite que l'on assiste à la scène dans sa totalité. Il veut que l'on prenne un plan plus large, permettant de voir tout à la fois la victime s'avancer, inconsciente de ce qui va se passer, et son bourreau, de sorte que le public ne puisse pas ignorer ce qui va advenir et son inéluctabilité. Pour lui, l'effet est nécessairement saisissant. Dans la pratique, ce genre n'est pas réellement définissable par des aspects fixés comme pour la tragédie classique. Déjà parce que les auteurs n'étaient pas toujours d'accord entre eux. Et puis parce que comme tout genre qui se cherche, les limites sont floues et chaque nouvelle pièce, sans répondre à une norme vraiment fixée, tente de nouvelles choses. Mais en gros, c'est un théâtre avec une très forte volonté moralisatrice et édifiante. On veut y montrer des personnages du commun des mortels, relevant des défis du commun des mortels. L'écriture y est volontairement plus naturelle qu'avec l'Alexandrin par exemple. Ici, pas besoin de longues déclamations. Les dramaturges cherchent une sorte de compromis entre comédie et tragédie. Mais ils veulent une comédie dite sérieuse et la beauté de la tragédie sans la pompe qui la caractérise habituellement. Du point de vue de l'écriture, c'est souvent plat et peu rythmé. Et surtout, on sent bien que les auteurs ont des difficultés à être en accord avec eux-mêmes. Ils sont en lutte constante avec leur envie d'écrire pour le théâtre et en même temps leur lutte philosophique et moralisatrice avec un genre qui ne leur convient pas. Le résultat, c'est un genre qui tâtonne et qui ne fonctionne pas. Et encore moins sur la durée, puisque les pièces de drame bourgeois ont eu beau traverser les siècles, on ne peut pas vraiment dire qu'elles aient fait des émules. Ce ne sont pas celles que l'on voit sur nos scènes aujourd'hui, même si elles sont connues.
Pour ceux que ça intéresse tout de même de le découvrir, vous pouvez lire Le fils naturel de Diderot ou La mère coupable de Beaumarchais par exemple. Pour finir, si le théâtre du XVIIIe a pensé et imaginé de nouveaux modèles, il est resté à la peine concernant sa réalisation. N'est pas un dramaturge de génie qui veut. Et Diderot, philosophe très intéressant, n'a jamais été un génie pour ce qui est de l'écriture théâtrale. Aucun de ces penseurs tenant d'un nouveau théâtre d'ailleurs. C'est précisément cette absence de génie dramatique qui va permettre, quelques années plus tard, l'éclosion d'un genre qui doit beaucoup à ce mode de pensée, le drame romantique. Finissons sur la phrase de Félix Gueff, professeur d'université français à cheval entre le 19e et le 20e siècle, et qui résume assez bien le drame bourgeois ou sérieux. Ce qu'il y a de plus beau dans le drame, c'est l'intention. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère évidemment que ça vous aura intéressé. Allez, on se laisse tenter par un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement. Si vous avez regardé la vidéo en entier, laissez philosophique en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.